avez dit une chose très importante en disant qu'il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci de nous écouter si vous êtes sur la 89.5 en bande FM. Merci de nous regarder à la télé. Vous êtes sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Merci également de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct ou tout simplement télécharger notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, sur les réseaux sociaux notamment Facebook. Vous pourrez nous suivre directement sur nos pages Kavi TV, groupe Kavi Média et également Gangan RTV qui relaie en direct cette émission à la baie grâce à nos partenaires de Beta FM. Vous nous écoutez de ce côté. Au menu de ce matin, c'est une bonne nouvelle pour les admis au récent concours de recrutement à la fonction publique guinéenne. Le ministre du Travail et de la fonction publique a annoncé l'achèvement des travaux de biométrie et du traitement de la liste des candidats admis au concours d'accès à la fonction publique session 2024. La signature de l'arrêté d'engagement est prévue pour demain, vendredi 6 décembre 2024, ce qui devrait mettre fin à l'interminable attente de ces admis. Selon un programme d'induction élaboré en partenariat avec le ministère de la Défense nationale, les admis vont passer un séjour dans certaines casernes militaires qui ont été identifiées pour servir les cours leur permettant de disposer des compétences civiques appropriées pour servir loyalement l'administration publique, comme annoncé en octobre par le ministre Faya François Bourouno. Et puis le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi s'investit de plus en plus pour garantir la qualité de la formation dispensée dans les établissements, notamment privés. Un élément clé de la stratégie de modernisation du secteur éducatif en santé, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, responsable de l'évaluation des établissements. Un audit mené par le département de la santé a révélé que de nombreuses écoles privées de santé ne disposaient pas des équipements nécessaires pour garantir une formation de qualité. Un résultat qui a conduit à l'interdiction d'ouverture de certaines filières dans les établissements jugés non conformes. Question à présent, comment ces établissements ont pu ouvrir en Guinée? Quels risques représente-t-il pour les populations? Le scanner tâte le mal pour vous ce matin. Un rebondissement est-il attendu dans le dossier de Kassory, Fofana? On en parle dans la dernière partie de cette émission. Le juge Yarouba Conté a ordonné ce mercredi la comparution devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières des médecins, Dr Denis Bernard Reich, professeur agrégé, Dr Lansana Foudi Kamara et Dr Mohamed Sarifou Diallo. Ces trois médecins étaient chargés de réaliser une contre-expertise sur l'état de santé de l'ancien Premier ministre en vue d'éclairer la CRIEF sur les termes des recommandations indiquées dans leur rapport qu'ils ont eu à produire après avoir examiné le prévenu. Sauf que le rapport déposé par ces médecins n'a pas pris en compte l'entièreté des préoccupations selon la Cour. Nous suivrons à cet effet le reportage réalisé par notre rédaction. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez sur l'ensemble de nos réseaux à la télé. Vous nous suivez sur Kavi TV à la radio, sur Kavi FM 89.5. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité et les différents sujets inscrits à l'ordre du jour. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à Boma, au sud. À Tléplou, à Bellevue, vous comprendrez que je salue mes compatriotes du côté de Zérékoré. C'est dans les différents quartiers de Zérékoré. Et il faut le rappeler que le deuil national se poursuit encore en République de Guinée sur toute l'étendue du territoire. Un deuil qui finit aujourd'hui, normalement. Oui, 3 jours de deuil national. Donc, comprenez que le pays est toujours en deuil. Les drapeaux doivent être en berne. En tout cas, se priver de toute cérémonie officielle, en tout cas, pour le moment. Nous estimons compatir de ce qui s'est passé du côté de Zérékoré. Aux douleurs des victimes, des familles de victimes. Et surtout, prier pour le repos de leur âme. Prier pour la paix, la quiétude nationale pour notre cher pays, la Guinée, notre paradis, comme on aime le dire. Et prier surtout pour que ceux qui sont blessés recouvrent rapidement leur santé. Voilà nos souhaits ce matin, Mohamed Ba, le PM. Je me tourne vers vous, Yaya Diallo. On parle de cette première actualité. Vous nous tendez la perche. C'était en début de semaine où vous aviez été quand même interpellé par des admis au concours, au récent concours de recrutement à la fonction publique. Sauf que maintenant, le gouvernement sort du bois. Absolument, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour ces admis qui, quand même, il faut le rappeler, tiraient le diable par la queue. C'est dans le sens strict du terme. Nous avons reçu des appels venant de ces admis-là. Il faut le rappeler, pour un premier temps, c'était une erreur partagée, une responsabilité aussi qui engageait eux-mêmes parce que beaucoup d'entre eux ont dû renoncer dans le cadre de l'enseignement, surtout au niveau du privé où ils évoluent, bien avant qu'ils ne soient admis au niveau de la fonction publique. Ils ont dû renoncer à cela, pensant que les choses allaient s'accélérer au niveau de la fonction publique, au niveau du département naturellement. Alors pour un premier temps, on avait annoncé pour le mois de novembre passé. Finalement, on avait fait comprendre qu'en décembre, ça allait être effectif. Finalement, ça se passe en décembre parce que on nous a annoncé à un certain niveau aussi que c'était pour le mois de janvier aussi, donc 2025, donc d'attendre jusqu'à 2025. Le département a dû certainement peut-être comprendre ou recevoir la requête des uns et des autres et d'accélérer les choses. C'est une très bonne chose. On nous rappelle que c'était la finalisation de la biométrie quand même qui prenait du temps, il faut le rappeler. Ces admis au niveau de la fonction publique ont passé des moments très difficiles d'abord, s'agissant du regroupement d'un certain nombre de documents administratifs exigés par le département de la fonction publique. Ça a pris assez de temps à travers tous les documents qui ont été exigés. Et finalement, cela est passé. Ces admis-là attendaient que l'arrêté d'engagement au niveau de la fonction publique. Alors, ça a pris assez de temps. Parmi ces difficultés auxquelles ces admis étaient confrontés, Youbaté, puisqu'il gère une plateforme où il y a assez de ces admis-là, beaucoup étaient expulsés de leur maison et beaucoup ne vivaient plus ici au niveau de la capitale. Ils avaient préféré effectivement de sortir du pays d'abord en attendant que les choses ne soient résolues. Il en est de même aussi pour ceux qui étaient au niveau de la fonction publique locale, ces enseignants, ces contractuels qui ont été engagés tout récemment. Et ces filles locales aussi, beaucoup avaient fui complètement parce qu'ils ne supportant plus le coût de la vie et en étant dans une situation d'incertitude et de désespoir, il faut le rappeler, ils ont jugé nécessaire de quitter la capitale en attendant de voir clair dans cette situation. Heureusement que le département a dû accélérer les choses et c'est en cela qu'il faut féliciter Faya François Bourounou, son département pour ainsi dire, puisque c'est un ensemble, c'est un collectif. Il y a eu quand même beaucoup de progrès
depuis qu'il est à la tête de ce département. C'est vrai que c'est lui qui l'a succédé aussi, avait affiché une volonté de pouvoir faire un certain nombre de choses, ou tout au plus amorcer de réformes au niveau du département. Mais on s'était rendu compte qu'il s'est buté à des obstacles contre lesquels il n'avait aucune force. Et je parle finalement, c'est Faya François Bourouno qui vient à la tête du département. Nous avons connu beaucoup d'accélération à ce niveau-là, notamment la tenue du concours quand même, qu'il faut le rappeler, qui pataugeait. Le concours a eu lieu. Et au niveau de la fonction publique, mais aussi au niveau de ces contractuels aussi qui étaient dans une situation absolument indescriptible. Et il faut le rappeler, le bras de fer était déjà latent entre ces contractuels-là et l'État, parce qu'ils n'étaient pas disposés, ils avaient dit, de donner les cours en début de cette année-là. Donc, ni tête de cette anticipation administrative, parce que cela aussi, gouverner, c'est prévoir, ça n'allait pas être facile pour ce début d'année. Heureusement que les choses se sont accélérées. Encore une fois, chapeau aux responsables du département, en commençant par le ministre lui-même, son secrétaire général, ainsi de suite. Je pense que là, rapidement, chez ces gens-là, comme vous l'avez indiqué au niveau de l'IBLE, c'est vrai qu'il y a un partenariat qui est déjà annoncé entre le département de la fonction publique et celui du département de la défense, pour qu'il y ait des formations civiques, pourquoi pas aussi physiques, pour que ces nouveaux recrues au niveau de la fonction publique puissent se familiariser à un certain nombre de comportements, parce que tout cela est motivé aussi pour que ces gens-là puissent épouser le patriotisme, avoir l'esprit militaire et d'être loyal vis-à-vis de l'État guinéen. Donc c'est tout ce qu'on cherche dans le cadre de ce partenariat-là entre les deux départements, et je pense que c'est quelque chose de très fondamental. Après cela, je crois que dès l'instant que le décret d'engagement est déjà pris, la décision elle est prise, je pense que là, à partir de là, déjà, ce sont des fonctionnaires qui doivent recevoir leur salaire. Il faut le rappeler encore une fois. Bien. Dès l'instant que cet engagement est déjà pris, donc je pense que là, il faut que l'État se bouge pour que ces gens-là, qui, il faut le rappeler, vivent une situation absolument indescriptible, parce qu'il faut les écouter. À un certain niveau, il faut écouter les gens pour pouvoir comprendre ce qu'ils traversent. Est-ce qu'on peut, parce qu'on est admis à un concours, tout arrêter et attendre le concours? Je rappelle un peu. Je pense, si j'ai bonne mémoire, pour quelqu'un, pour l'hierarchie A, je pense que ça tourne autour de pas 3 millions, ça n'atteint pas 3 millions, hein, parce que selon mes informations. Quelqu'un qui est dans le privé, tu es déjà admis, tu laisses tout de juillet à, on est au mois de novembre là, de juillet à novembre, tu laisses tout, tu te dis je vais attendre mon recrutement. Alors, là, est-ce que elles-mêmes, ces recrues, ne se sont pas mises dans cette situation elles-mêmes? C'est pour cela que j'ai dit au début qu'il y avait une responsabilité partagée, une naïveté de leur part. Mais aussi, si on essaie d'aller beaucoup plus en profondeur, on dira par là, ici, c'était logique que, puisque quand même la décision d'engagement quand même a été annoncée il y a longtemps, donc pour eux, ça allait coïncider avec l'ouverture, et ça n'allait pas la peine, j'allais dire comme ça, pour pouvoir. Ce n'était pas la peine pour pouvoir quand même renouveler leur contrat avec le privé. Il fallait attendre que l'État puisse concrétiser sa décision. Maintenant, c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Encore une fois, ils ont dû renoncer là où ils gagnaient quelque chose, en attendant, peut-être pensant que les choses allaient s'accélérer ou se concrétiser, aussitôt qu'est dit annoncé par le département. Et je pense que là, ils se sont rendus compte que c'était une erreur partagée de part et d'autre. Mais il y a certains qui vous diront qu'au niveau, par exemple, de l'enseignement privé, par exemple, dès l'instant que c'était officiel leur admission, ça a été dit et décidé dans les établissements automatiquement de tout faire pour pouvoir les remplacer, parce qu'on ne pouvait plus compter sur eux. C'était une décision qui a été prise. Donc, ils étaient partagés entre deux cas. Il y a certains aussi qui avaient cherché leurs remplaçants, ils évoluaient ensemble, mais entre-temps, l'école a choisi, ou les établissements privés ont choisi leurs enseignants, et parce qu'ils ne pouvaient plus, peut-être disant qu'ils ne peuvent plus compter sur ces enseignants-là. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui,
heureusement qu'il se fait, mais sinon la responsabilité, j'ai dit encore une fois, elle était partagée entre l'État et ces enseignants-là. Encore une fois, félicitations. Ah oui, félicitations à tous ces admis. Nous osons croire qu'ils feront ou qu'elles feront, les recrues, leur boulot, hein, qu'elles ne seront pas comme certaines recrues que nous avons vues en République de Guinée. Dès que vous accédez à la fonction publique, c'est le grand patron. Maintenant, il est insaisissable. C'est celui qui ne veut plus aller à l'intérieur du pays. Les consignes sont claires. À Conakry, c'est bondé de monde. Vous allez aller servir l'intérieur du pays parce que l'intérieur du pays aussi est une partie intégrante de la République de Guinée. Mohamed Ba, le PM, j'insiste. Merci Abdallah Kamara, ça fait rire, mais même si c'est un sujet qui est sérieux, je pense que comme Abdallah et comme on appelle Yaya l'a déjà souligné, cette responsabilité, le retard, c'est pourquoi nos amis du côté de l'enseignement, les admis, crier sur tous les toits. Certains, ce n'est pas tout le monde. Et il a dit c'est un qualificatif qui colle mieux encore, c'est la naïveté. Ça, c'est de la naïveté quand tu à voir que une fois que tu es admis aujourd'hui, demain tu commences à toucher ton salaire. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir faire le choix. Tu veux aller à la fonction publique, il faut savoir il y a toute une procédure. C'est parce que les informations, ils n'ont pas cherché à avoir des informations préalables avant de s'engager. Parce que là, c'est comme ça. Tu es recru, ce n'est pas à un certain niveau des secteurs privés, tu es pris aujourd'hui, puis voilà, la fonction publique, une fois que tu es dedans, vraiment, on ne dira pas que c'est le confort sur le plan salarial qui est là, même si ça ne te suffit pas, mais pour jusqu'à ce que tu continues à travailler normalement, jusqu'à la retraite, ça va. Mais pour y arriver, surtout qu'on a les nouvelles technologies, en tout cas en matière de la fonction, de la gestion du personnel, demande certaines choses. Ça, c'est de la biométrie, donc il fallait s'attendre à cela, mais mieux vaut tard que jamais. Ce qui devrait arriver, ce qui est attendu depuis très longtemps est déjà là. Encore de la patience avant de continuer, mais aussi pour l'État de continuer toujours à apporter des précisions. Je crois qu'ils vont tirer de leçons par rapport à cette situation, par rapport à ce petit cri de la part à cette minorité ou bien une partie de ces admis qui ont crié sur tous les toits qu'on les a abandonnés pendant tout ce temps. Ils n'ont pas de loyer, ils ont des loyers à payer, ils ont de la famille à nourrir, on les comprend, mais c'est à l'État d'apporter toutes les précisions. Si vous êtes admis, le processus ou la procédure va prendre 3 mois, 4 mois avant que vous ne commenciez à toucher votre salaire. Ça, la précision là, il faut l'apporter. Est-ce que ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? L'État doit prendre. Ceux qui sont patients, qui peuvent attendre pour cela, ils vont faire le test et puis voilà, s'ils sont admis, ils vont passer par cette procédure. Et puis, ceux qui ne sont pas patients, qui ne peuvent pas attendre, qui se disent que je ne peux pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois sans avoir mon salaire, ça, je préfère rester dans mon coin de fonctionner, d'enseignant dans le secteur privé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut notifier de passage. En ce qui concerne également ces nouvelles recrues qui sont appelées, je ne sais pas s'ils sont appelés à être seulement dans la commune de Kalom, ou seulement à Conakry, ou ils sont appelés à être sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, il y a quelque chose vraiment qui avait été apporté par le ministre de la fonction publique, François Bruno, à travers cette expression qu'on appelle indiction au niveau des services, c'est-à-dire au niveau de certaines casernes militaires. Casernes militaires. Vous êtes parmi les 10 000. Préparez-vous. Préparez-vous à passer, en tout cas, à faire certaines corvées. Je ne dirais pas corvées. Soyez aptes physiquement. Aptes physiquement parce que ce n'est pas clôturé. Ce n'est pas dit que vous êtes là-bas, c'est fini. Vous êtes, ça, c'est vrai. Vous êtes engagé. Attention, il y a le service militaire qui vous attend. J'espère que Yaya n'est pas Commencez à courir. J'espère que Yaya n'est pas là. Qu'est-ce que Yaya t'a fait pour qu'il mérite ça quand même? Yaya, on a juste une parenthèse. C'est pas un défi pour moi. Je ne sais pas pourquoi il parle de Yaya. C'est pas un défi pour moi. S'il est admis, je crains pour lui. Le ministère, je ne veux pas mystifier, je ne veux pas créer de la comparaison. Je ne veux pas traumatiser mes amis du côté de la fonction publique, des enseignants, des 10 000 qui sont admis, mais il y a le ministère de la Défense qui les attend. Le ministère de la Défense attend vraiment les 10 000. Il y a les casernes qui sont déjà ciblées. Ce n'est pas pour les effrayer, mais faut qu'on arrive à inculquer dans la tête du Guinéen moderne, au niveau de la fonction publique moderne, qu'il arrive à avoir une certaine modernité dans la gestion. Modernité, civile. C'est-à-dire? Oui, mais
aujourd'hui, tout ce que se passait depuis le temps colonial, depuis le premier régime, depuis Lansana Conté, depuis le CNRD, jusque très récemment, on pense que la fonction publique, c'est pour tout le monde. Je viens quand je veux, je quitte quand je veux, je m'absente quand je veux, je prends le salaire de n'importe qui, et puis voilà, je fais ce que je veux. Je pense que je n'ai pas vu le programme qui doit être inculqué dans la tête des 10 000. Je ne sais pas quelles sont les casernes militaires. Est-ce que c'est Kang Alpha Yaya? Est-ce que c'est Kalea? Est-ce que c'est où? De toute façon, il y aura une certaine procédure de certains exercices militaires qu'on essaiera d'inculquer. Ça ne peut peut-être pas dire seulement exercice physique, comment ramper et tout ça, mais savoir quand le responsable dit quelle est la procédure, forcément il faut passer par la procédure, il faut respecter ceci, il faut venir à l'heure, il faut partir à l'heure. L'ensemble de tout ça permet vraiment de créer l'homme nouveau au niveau de la fonction publique guinéenne. On espère. De toute façon, je suis sûr que certains vont abandonner avant qu'on arrive au premier salaire. Je me demande, j'espère que tous ceux qui ont crié comme ça, mon salaire, pourquoi ils ne m'ont pas payé, j'espère qu'en passant par ce service... Il faut mériter ce salaire. Il faut mériter. Et je me demande comment ça va se passer. Est-ce que tous ceux qui sont admis sont aptes à le faire, ou bien certains ont été retenus? J'insiste là-dessus, c'est que je vais dire, l'Abdallah. J'espère que tous ceux qui sont retenus ne seront pas à la retraite dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Parce que si on vous a recruté, vous avez 55 ans, vous avez 56 ans ou 57 ans, alors que vous devriez avoir 35 ans, 40 ans maximum, attendez-vous à ce qui pourrait arriver. Donc de toute façon, je pense que ce ne sera pas de règlement de compte. On sait ce qui s'est passé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela a existé avec le premier régime depuis toujours. Ça a existé dans beaucoup de pays, vraiment à l'international, en Europe, en France. Le service militaire, il y a toujours dans certains pays, c'est 2 ans. Après ça, vous êtes apte quand l'État a besoin de vous. Vous venez pour servir, si c'est au front, si c'est pour d'autres services, ainsi de suite. Donc ça, on le dit, que c'est un programme d'induction élaboré en partenariat avec le ministère de la Défense nationale. Les admis vont passer un séjour dans certaines casernes militaires qui ont été identifiées pour suivre les cours et que leur administration publique a déclaré, et ça serait quelque chose permettre de disposer des compétences civiques, ça surtout compétences civiques. Vous voyez ce que cela veut dire? Ça va prendre combien de jours? 1 semaine, 10 jours, 40 jours, comme ça se fait pour la formation commune de base, je ne sais pas, mais ce qui reste clair, moi j'apprécie très bien ce côté, vraiment courir, laver le cerveau, un esprit sain dans un corps sain, l'ensemble de tout ça permettra aux Guinéens vraiment d'avoir une certaine idée que ce n'est pas seulement demander son droit, il y a le devoir aussi. Pour pouvoir donner son devoir, il faut faire le lavage de cerveau de la part des uns et des autres. Je pense que cela devrait être renforcé. On va me dire que non, ce n'est pas torturer les gens, les choses ont passé. Non, la Guinée d'aujourd'hui, c'est qu'on voit, il faut passer par certaines nouveautés pour qu'on essaye d'instaurer une certaine rigueur dans la gestion des Guinéens. Il faut, Abdallah, j'insiste là-dessus, le civisme nous manque. Le civisme nous manque. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à l'avoir, qu'on arrive à l'inculquer en nous? Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement qu'on parle de l'État, qu'on parle de la route, qu'on parle des infrastructures publiques. C'est fini. Quelqu'un mais c'est ta maison, c'est la maison de ton papa, c'est pour toi, c'est pour qui? C'est pour nous tous, donc je fais ce que je veux. C'est parce que il y a une certaine déficience civique qui est en nous, dont on a l'obligation de renforcer. Soit on essaie de faire une prise de conscience, ou on essaye de nous obliger à le faire, mais c'est un passage obligé. On ne se développe pas comme ça. On ne développe pas comme ça un pays sans qu'il y ait du civisme. L'argent, oui. Les ressources naturelles, oui. Mais si vous n'avez pas de civisme, vous ne respectez pas l'emblème de l'État, vous ne respectez pas les biens de l'État, vous ne contribuez pas au développement du pays à travers ces différents éléments, ça ne sert à rien de donner de l'emploi à 100 000 personnes par an en Guinée, ça ne servira à rien. L'État ne se développera jamais sans qu'il y ait une portion, une petite quantité de civisme en nous. Donc moi je pense que
pour moi, c'est la partie la plus importante. Vraiment, dans ce communiqué, dans cette communication du ministère de l'Enseignement, vraiment du ministère de la Fonction publique par rapport au recrutement des uns et des autres. Le civisme, insistons là-dessus. Les journalistes, les enseignants, militaires, civils, un peu partout, le civisme nous manque. Cherchons à trouver, à renforcer le civisme en nous. C'est très important pour le développement de la Guinée. Le civisme, surtout le civisme. Nous ne voulons pas de fonctionnaires patrons qui ne veulent plus aller travailler, mais qui s'attendent toujours à un salaire égal. Oui, je pense que c'est surtout le défi fondamental pour le département de la fonction publique. Il faut nettoyer la fonction publique, la première chose d'abord, même si cela continue à poser problème, il y a des obstacles jusqu'à présent. Ils ont du mal au niveau du département quand même de pouvoir extirper certains qui continuent à percevoir indûment de salaires, j'ai envie de dire des salaires au niveau de la fonction publique, pas qu'un seul, alors qu'en réalité ces gens-là ne sont pas en Guinée. Donc, qui ne servent pas à l'administration publique. Il faut essayer de résoudre cela. Je crois qu'il faut que le ministre ou le département s'attelle pour pouvoir quand même aller jusqu'au bout. En ce qui concerne ces nouveaux admis au niveau de la fonction publique, ils le savent, on les a dit déjà, ils sont au courant de tout cela. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ce fut le cas de par le passé où on considère la fonction publique comme étant un refuge ou juste un passage pour pouvoir aller à autre chose, ou peut-être en faire ce qu'on appelle un tremplin pour pouvoir aller dans le privé et continuer parallèlement de recevoir du salaire et au niveau du privé, là où vous êtes présent, là où vous servez normalement, au détriment de la fonction publique. Je pense que c'est dans ce cadre-là que l'ancien ministre, l'actuel ministre de la Santé, j'allais dire Dieu, avait dit quand même menacer certains médecins qui sont contre la fonction publique, qui abandonnent leur poste, de ne pas continuer à percevoir indûment comme ça leur salaire. Je pense qu'il en est de même aussi pour ces gens-là. Éventuellement, si cela va être effectif au niveau du département, cet arrêté d'engagement au niveau de la fonction publique, le débat se pose à ce niveau-là. Parce que l'un dans l'autre aujourd'hui, quand un concours est organisé et qu'il y ait des admis, il faut qu'on essaie au niveau du département, au niveau de l'État, de déterminer le délai ou le timing qu'il faut pour pouvoir prendre l'engagement, disons l'arrêté d'engagement au niveau de la fonction publique. Parce que ça peut complètement essayer de dissiper ces flous qui est autour de cela. Maintenant, par endroit, si vous pouvez faire un concours, attendre pendant plus d'une année ou 8 mois ou 6 mois comme ça, sans pour autant que cela soit déterminé, je pense que c'est un vide juridique. Au niveau du département, il faut essayer de résoudre cela pour qu'éventuellement, ceux qui seront recrutés au niveau de la fonction publique sachent effectivement, voilà le timing qu'il faut attendre. Quitte à eux maintenant de se débrouiller ailleurs en attendant que cela soit effectif ou d'attendre tout au plus à l'occasion, disons, de l'effectivité des choses, donc, notamment le fait de percevoir le salaire au niveau de la fonction publique. Ça, le débat se pose à ces niveaux-là. Donc, l'un dans l'autre aujourd'hui, nous l'avons rappelé ici, la mise en place du FIGAS, c'est quelque chose de très fondamental. C'est ce sens-là que j'ai dit, le retard dans le cas de la biométrie, là, c'était quelque chose quand même qui était compréhensible parce qu'il faut aller tout doucement pour ne pas qu'il y ait des erreurs même, des erreurs venant même du département parce que c'est la biométrie, on ne peut pas tricher. Et ce fichier unique-là dont on a réussi à mettre en place, ça peut permettre à l'administration, notamment au département, de pouvoir gérer de manière, disons, très logique tous les dossiers et tous les fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Et je pense que là, ça va faire l'économie d'un certain nombre de gaspillages que nous avons connus au niveau de ce département-là, mais aussi ça peut permettre, disons, une efficacité ou une efficience au niveau de certains au niveau de l'administration. Je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut s'allier et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout parce que tout simplement aujourd'hui, on a besoin d'avoir, on l'a dit il y a longtemps, l'administration guinéenne, elle est lourde, elle est inefficace et qu'on avait besoin quand même de la refonder. Nous sommes dans une situation où on parle de la refondation. Il faut qu'on essaie de le faire de manière substantielle et c'est ce qui pourra permettre à la future génération d'avoir une administration
efficace, une administration pour tout le monde, où nous avons des agents de l'État qui ont ce qu'on appelle le sens de l'administration. Qu'est-ce qu'on appelle une administration? Qui ont ce qu'on appelle cette discipline administrative. Et c'est ce qui manque au niveau de l'administration guinéenne aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut et nous voyons comment les uns et les autres se comportent dans les services administratifs. Et cette discipline-là, voyez-vous, j'ai un problème avec le mot discipline. Oui. Et c'est fondamental aujourd'hui qu'il faut multiplier ces supports-là qui peuvent à un certain niveau contraindre les uns les autres à se soumettre à un certain nombre d'exigences. Je crois que c'est comme cela, c'est dans le sérieux que nous pouvons aboutir à des résultats probants. Bien. Et ce qu'il faut ajouter à Abdallah par rapport à cela, si vous voyez le plus souvent, il parle tout à l'heure de cette lourdeur au niveau de l'administration, c'est parce qu'il y a manque de certaines compétences de la part des uns et des autres. Ce n'est pas pour tout le monde, mais certains ont une certaine carence dont on ne peut pas apprendre à l'école, au lycée, ainsi de suite. Il faut ces formations, il faut avoir ces qualités. Donc, aller pour bénéficier de cette formation, de l'acquisition de ces compétences civiques, permettra de savoir comment fonctionne l'administration. Comment gérer l'administration? Comment gérer des gens qui viennent vers vous? Surtout que ce sont des enseignants, ils ont cette capacité à pouvoir démultiplier cette compétition qu'ils vont et cette compétence qu'ils vont avoir au niveau du civisme. Parce que si vous n'avez pas de civisme, vous n'allez jamais avoir du respect pour les autres. Bien. Et quand vous avez toutes ces compétences, vous avez la capacité de pouvoir gérer même des personnes, même s'ils n'ont pas raison, mais vous avez le sang-froid de pouvoir les gérer et pouvoir bénéficier également de certaines stratégies à inculquer à d'autres personnes. Mais si cela n'existe pas, on continuera toujours à parler de cette lourdeur administrative, pour ne pas dire cette tracasserie administrative. Bien, ce qui est déjà compris. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand. 629 95 67 67 plus 224 629 95 67 67 uniquement par SMS, il faut le rappeler. On y va avec cette première réaction. Bonjour Kavi Média, s'il vous plaît, vous êtes où? Je sollicite vous rencontrer, j'ai un projet pour vous. Allez, nous sommes à Yimbaya, Kankarifo. Vous pourrez venir quand vous voudrez et vous serez certainement servi, hein? Ne vous inquiétez pas. Allez, avec toujours ces auditeurs et téléspectateurs au centre 629 95 67 2 fois plus 224 629 95 67 2 fois pour ceux qui sont hors du pays. L'imperturbable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, civilisé, généré l'enfance chérie de Bouramaya Samaya, M. Sila Lukianz, une pensée positive à mon patron honorable Joby Beto, grand frère Fanasouma, Abdallah, un grand bonjour à mon général d'armée Mamadi Doumbouya au palais M5. Une bonne nouvelle pour les nouveaux fonctionnaires pour leur faire biométriser la refondation, rectification et la redynamisation continue dans la positivité. Abdallah, une pensée à M. Doumbouya et je félicite de la primature, je félicite le gouvernement de Baouri pour écouter les cris de cœur des nouvelles recrues de la fonction publique pour leur faire biométriser pour être dans le fichier de la fonction publique, signé l'imperturbable communicant du CNRD. Il se réclame. Bonjour mes chers journalistes, je remercie le ministre de la fonction publique pour sa promptitude en ce qui concerne la situation des nouveaux fonctionnaires qui ont tant attendu. Félicitations à vous monsieur le ministre et à vos collaborateurs. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi, toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour ma radio, la radio du développement. Félicitations aux nouveaux admis et merci au ministre du Travail et de la fonction publique, sans oublier la presse Kavi FM, car vous avez contribué pour la finalisation de ce processus. C'est Tigane de Yimbaya. Merci pour la fidélité et merci à Yimbaya, le quartier qui abrite notre siège. Salut ma télé, c'est Yula Dos depuis Fria. Vraiment chapeau pour vous. Le problème guinéen, c'est le manque du civisme. C'est déjà bien dit dans cette émission. Bonjour Kavi FM, la 4
89.5, la meilleure des radios. Cette nouvelle est salutaire. Si cela se passera sans corruption, on tire chapeau à ce ministre signé Ibrahim Souri Iso Kamara, qui nous écrit. Fidèle auditeur. Et salam, notre Djambouria. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, d'Inting Djambouria, d'Ankama, dans mon village natal. C'est une bonne initiative car les fonctionnaires de l'État sont les plus paresseux dans le monde entier. Mais ça ne va pas aboutir cette fois. Mamadou Alpha Djambouria, comme je l'aime d'ailleurs. Sans transition, on parle toujours du privé, hein, cette fois. Hein, on parle d'actualité et du privé. On parle plutôt précisément, hein, s'il faut le dire, du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi qui s'investit de plus en plus pour garantir la qualité de la formation dispensée dans les établissements privés, particulièrement un élément clé de la stratégie de modernisation du secteur éducatif en santé. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui travaille en partenariat avec le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'hygiène publique responsable de l'évaluation des établissements. Un audit mené par le département de la santé a révélé que de nombreuses écoles privées de santé ne disposaient pas des équipements nécessaires pour garantir une formation de qualité. Un résultat qui a conduit à l'interdiction d'ouverture de certaines filières dans les établissements jugés non conformes. Question à présent, comment ces établissements ont pu ouvrir en République de Guinée? Quels risques représentent-ils pour les populations? On pose le débat ce matin avec vous, hein, forcément, Yaya Diallo. Oui, je sais pourquoi je commence par toi. J'ai somnolé, je pense qu'on allait commencer par Mohamed Louga, l'OPM. Qu'il somnolé. Il le dit quoi? Qu'il somnolé. Il est terrible. Il voulait fuir. Après, je l'ai vu, tu l'as pris vraiment. Oui, il voulait fuir. Au niveau de la ceinture. Dès qu'on parle de santé, oui, je me tourne vers Yaya. Je sais pourquoi je dois me tourner. Parce qu'après tout, aujourd'hui, on a quand même vu... Tu peux le demander comment je l'appelle? Intimement? Yaya, comment le PM t'appelle? Intimement. Intimement. Et il y a ce titre de docteur quand même qui vient. Voilà, tu vois, non? D'accord. Docteur Yaya. Docteur Yaya. Ouais, ça c'est vrai. Donc je sais pourquoi je commence par toi, parce qu'après, c'est un diagnostic. Aujourd'hui, c'est un constat alarmant. On a quand même ces infirmières, ces infirmiers, ces soi-disant médecins qui viennent de certaines écoles de santé qui sont quand même assimilables à des criminels. En blues. Ouais, absolument. Honnêtement. Absolument. Vous avez tout dit et vous en savez quelque chose. Ouais. J'y ai passé 3 semaines. Tout à fait. 3 semaines dans une structure de santé. Dans une structure de santé en République de Guinée. Et j'ai vécu l'enfer. Bon, l'enfer, hein, par endroit. C'est vrai qu'il y a des compétences, mais après... Le reste reste à désirer. L'enfer dans le paradis. Oui, l'enfer dans le paradis. Ouais. C'est vraiment étonnant. Ouais, absolument. Et donc, je pense que c'est à l'issue d'une réunion préparatoire de ce concours d'entrée au niveau de ces écoles privées sanitaires dont on parle là, qu'un certain nombre de décisions ont été prises. Il faut le rappeler encore une fois, cette réunion quand même avait connu la présence de ces promoteurs de ces établissements privés sanitaires là aussi qui étaient présents. Le département aussi, à travers le secrétaire général du département. Donc je pense que le débat se pose, les réformes s'imposent à tous les niveaux aujourd'hui. Heureusement que le constat est déjà fait, le diagnostic est effectué. On parle d'un diagnostic approfondi à ce niveau-là. Ils ont soulevé un certain nombre de choses que nous connaissons tous et que le peuple de Guinée connaît. Ouais. La qualité d'enseignement dans certains établissements privés, encore une fois, il faut le rappeler, dans certains établissements privés, laisse à désirer parce que tout simplement, il n'y a pas des équipements adéquats qui peuvent permettre aux apprenants d'avoir une formation de qualité, une formation adéquate. Alors, dans un centre où vous êtes appelé d'acquérir un certain nombre de compétences pour pouvoir servir ailleurs, on parle là de la santé, vous y êtes, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour mieux apprendre. Vous sortez là-bas, et bien vous dites que vous êtes infirmière, parce que généralement c'est de là qu'il s'agit, ou infirmier, et bien écoutez, on vous accepte peut-être par chance ou par malchance, quelque part ici, pour pouvoir servir. Vous n'avez pas eu la formation requise,
vous êtes dans une clinique certainement privée ou publique, parce qu'il faut le rappeler encore une fois, ceux qui sortent de ces établissements privés sont non seulement dans les privés aussi, les cliniques privées, mais aussi dans certains établissements publics aussi. Ils sont nombreux ou elles sont nombreuses à ces niveaux-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Et je pense que là, c'est très réfléchi pour qu'on puisse dire d'abord, pour un premier temps, parce que c'était la décision quand même, la décision qui a été prise, de dire que tous ceux qui ne répondent pas à un certain nombre d'exigences doivent pouvoir arrêter de former dans un certain nombre de filières. Et je pense que là, c'est très fondamental. On verra bien comment tout cela va être effectué. On parle d'un partenariat entre le département de la formation professionnelle et c'est lui de la santé. Et ça, je pense que là, c'est quelque chose, nous venons d'un partenariat à un autre aussi, le département de la fonction publique aussi, qui parle d'un partenariat avec le ministère de la Défense. Au niveau de l'enseignement technique aussi, on parle d'un partenariat avec celui de la santé. C'est ce qu'on exige de nos gouvernants, cette synergie interdépartementale, ce qui peut permettre au département de la santé de jouer rôle au niveau du département de la formation professionnelle. Alors, parce que tout simplement, ce sont des médecins quand même qualifiés qui peuvent procéder à l'évaluation d'un certain nombre de choses au niveau de ces établissements sanitaires. Ce n'est pas les cadres du département qui peuvent le faire. Donc, d'où le partenariat. Alors, ces médecins qui seront choisis, déjà, on nous apprend que l'audit est déjà effectué. On va procéder à une évaluation et voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'après cela, les résultats vont être communiqués et c'est à l'issue de ces résultats-là que des décisions vont être prises pour voir quels sont ces établissements qui doivent être fermés ou tout au plus ces établissements-là qui vont essayer d'arrêter, de recruter dans un certain nombre de filières. Et je pense que là, le débat se pose, on verra bien comment tout cela va être mené. Quand on sait bien même au niveau du département aussi de la santé, il faut le rappeler, beaucoup de ces médecins-là aussi sont des promoteurs de ces écoles sanitaires privées. C'est ça, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, ce sont les mêmes qu'on va essayer de prendre pour pouvoir aller s'auto-évaluer en partie. C'est pas tout le monde, mais en partie, il y a certains qui y sont, et on verra bien comment tout cela va être effectué, parce que tout simplement, on a besoin, au niveau de la santé, on ne doit pas jouer avec la santé. On ne peut pas recruter des médiocres au niveau de la santé, des gens qui n'ont absolument rien appris. Pourquoi faire finalement? On parle là de la santé humaine. Et nous savons très bien que, même nous qui sommes profanes, quand quelquefois nous sommes dans ces établissements sanitaires, nous connaissons, nous voyons ce qui se passe là, mais c'est absolument hallucinant. Il faut que la formation soit démise. Et là, je m'aligne entièrement derrière cette volonté affichée du département de l'enseignement professionnel. Encore une fois, on n'a pas besoin d'annonces là, on a besoin du concret. Et le débat, le constat a été soulevé par certains cadres du département. On nous apprend que ça s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par la ministre Dame Aminata Kaba, qui veut réformer un certain nombre de choses. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui, parce que pourquoi au niveau de l'enseignement professionnel, il faut qu'on essaye de s'y mettre, tant soit en ce qui concerne le budget déjà du département, il faut essayer de revoir tout cela, parce que tout simplement, la plupart de ce qui sont au niveau de ces établissements professionnels, de ces instituts professionnels-là, une fois sortir de ces établissements-là, automatiquement, ils sont déversés sur le marché d'emploi. Ils sont recrutés dans certains établissements privés pour pouvoir servir, notamment au niveau de la santé. C'est pourquoi beaucoup qui n'ont pas pu avoir leur bac, ou beaucoup qui ont arrêté leurs études au niveau du lycée, se dirigent automatiquement au niveau de ces formations de la santé. Donc, tout cela, je pense que ça doit pouvoir quand même nécessiter un encadrement au niveau du département, mais aussi au niveau de ceux qui sont dans le cadre de la promotion de ces établissements sanitaires-là. C'est vrai qu'ils ont soulevé un problème d'adaptation à leur niveau, car la décision a été prise. Il y a certains qui se sont exprimés pour dire attention, nous sommes bien d'accord avec vous, le constat est là, nous sommes d'accord, mais il faut qu'on ait cette possibilité d'adaptation pour pouvoir répondre à un certain nombre de choses. Vous avez eu tout le temps possible pour pouvoir quand même mettre en place un projet, construire des établissements
et éventuellement demander un agrément, parce qu'il faut le rappeler, c'est le département qui donne ces agréments-là, l'autorisation pour ces gens-là. C'est pourquoi nous posons la question. Nous posons la question encore une fois. Le débat revient encore une fois parce que c'est pas des individus qui viennent comme ça pour s'installer comme ça, sans pour autant passer par l'État. Nous le savons bien. Alors, à un certain niveau, je pense que c'est assez simple quand on constate qu'il y a certains qui ne sont pas à règle et qui continuent dans ce sens-là, parce qu'on parle de la santé, ils ont bien voulu, je ne sais pas que de la santé, mais je pense que c'est quand même secteur assez sensible et pour lequel on ne peut pas jouer avec des personnes ou des hommes et des femmes qui n'ont pas la qualification qu'il faut. Parce que nous savons bien, ça se passe à longueur de journée où quelquefois il y a des interventions chirurgicales qui n'arrivent pas à réussir parce que tout simplement il n'y a pas des équipements adéquats pouvant permettre à ce médecin-là de pouvoir procéder à tout cela. Donc la liste elle est assez longue, les problèmes sont là, la réforme elle s'impose d'elle-même. Au niveau du département, tout ce qu'on demande, c'est que les gens puissent aller, disons, lier l'acte à la parole. C'est là qu'il s'agit. Sinon, je crois que ça va être de l'illusion. Et bien finalement, on va soulever des problèmes pour lesquels on n'a pas pu répondre, disons, positivement pour qu'on puisse changer la donne. Ces promoteurs de ces établissements sanitaires-là, la plupart d'entre eux là-bas, c'est un fonds de commerce. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent. Peu importe la formation, et on peut essayer, encore une fois, d'étaler la liste. La liste, elle est longue. On peut aller au niveau de ces établissements aussi privés, des établissements scolaires, où la plupart aujourd'hui, on en a fait ce qu'on appelle un fonds de commerce. Finalement, la qualité d'enseignement n'intéresse peu. Même ceux qui sont les fondateurs de ces établissements-là. Alors, à la limite, on est dans un État. C'est pourquoi on parle de l'État. Et je pense que là, on en parle peu en ce qui concerne la refondation, mais la refondation la plus fondamentale, elle doit être d'abord éducative. Parce que tout ce que nous parlons là, le civisme dont on parle là, c'est à l'école qu'on apprend cela. Alors, si on arrive avec les cours d'éducation civique et morale. Tout à fait. Avec tout ce que nous connaissons, éventuellement, ceux qui auront la chance de faire le droit dans les universités, on apprend tout cela. Comment se comporter en société, comment se comporter vis-à-vis de l'État. On a des droits, mais aussi des devoirs. Il faut qu'on essaie de revoir tout cela. Le système éducatif guinéen, dans son ensemble, est malade. Et nous ne sentons pas la refondation venir à ce niveau-là. Il faut revoir complètement la situation. Bien, il faut revoir la situation de ce côté, Mohamed Ba. Le PM, on a écouté, toutes ces questions posées par Yaya, d'éventuelles réponses. Mais aujourd'hui, une chose revient, c'est que le système éducatif a un problème dans son ensemble, pas qu'au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi. Le problème, il est plutôt global. Et vous me permettrez de faire un pas en arrière en parlant de civisme au niveau cette fois-ci des hauts cadres, des cadres bien placés au sommet de l'État, au niveau de ces différentes écoles, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'enseignement technique ou de l'enseignement au ministère de la Santé, ainsi de suite. Je pense que si on n'a pas le civisme bien renforcé, on se permettra de tout. On te permettra de faire tout comme on le veut. Il l'a dit tout à l'heure, ces écoles de la santé qu'on crée dans les différentes préfectures, à Conakry, beaucoup plus d'abord. Il faut compter plusieurs dizaines d'écoles de santé, de sages-femmes, d'infirmiers, d'agents de santé. Ça existe un peu partout aujourd'hui en Guinée. Et ça, la base, ce sont des hommes du secours qui créent ces écoles. Créer une école pour permettre aux citoyens d'avoir une bonne santé, ce n'est pas mauvais en soi. Mais comment respecter les principes par rapport à cela? Ça pose des problèmes. Au lieu, on a l'impression que le plus souvent, on met sur le marché pour prendre soin des uns et des autres, des charcutiers. Vraiment, au lieu que ce soit des médecins, des bons agents de santé, des bonnes sages-femmes, non, c'est autre chose. Et l'erreur le plus souvent se situe au niveau de l'État. C'est désolé de dire toujours l'État, mais c'est parce que la bonne gestion, l'orientation doit venir de là. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que pour pouvoir créer une école de la santé, il faut d'abord mettre des préalables de la part des autorités. Ce préalable doit se résumer juste dans un document qu'on appelle cahier des charges. Est-ce que le cahier de charges existe? Oui, ça existe. Mais est-ce que ce cahier de charges est exploité par ces différents promoteurs de ces écoles? Bien exploité.
C'est ça, ou bien exploité, ou certains n'ont même pas vu le contenu même d'une page de ce cahier de charge. Le problème se situe à ce niveau. Vous vous rendrez compte, Abdallah, et on est tous conscients de cela, on est tous témoins de cela, qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans les écoles, vraiment, de ces écoles de santé, qui sont là, qui n'ont pas le BEPC, le brevet technique, vraiment, qui n'en ont pas. Et qui ont, malheureusement, après, ils ont le BTS. Comment vous arrivez à comprendre cela? Le brevet technique supérieur. Tu n'as pas le BEPC, mais tu as BTS en santé. Ça, c'est incroyable. C'est compliqué même. Le minimum voudrait vraiment que vous alliez... D'abord, vous avez le BEPC, vous avez le baccalauréat. Pour pouvoir parler de la santé, on parle de l'être humain là. C'est vrai qu'on ne parle pas des médecins à ce niveau. Quand ce n'est pas à l'université, c'est à partir de l'université qu'on peut parler de médecins. Mais vous êtes des assistants. Il faut que vous arriviez à maîtriser certains jargons. Pour maîtriser certains jargons, il faut que vous arriviez, que vous ayez une base, une certaine base qui doit exister. Ça, pour que vous arriviez à parler, à vous comprendre. Parce que c'est des gens qui sont appelés à accompagner des chirurgiens, à être l'assistant auprès des médecins. Donc si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas ce langage, vous ne connaissez pas ce langage, comment vous allez faire quelque chose? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans beaucoup de localités où les agents techniques de santé se transforment en médecins, se transforment en infirmiers, malheureusement, des sages-femmes qui deviennent ainsi de suite. Donc il y a ce mélange incroyable qu'on ne peut pas appeler même cocktail Molotov, c'est-à-dire que ça va créer une bombe mentalement et ça tue. Dieu seul sait aujourd'hui du fait que nous n'avons pas dans nos structures de santé des gens qui n'ont pas de base, qui n'ont pas le BEPC, qui n'ont pas le baccalauréat. On se demande combien de Guinéens perdent la vie parce qu'ils ont été entretenus par quelqu'un qui n'a pas dépassé le niveau de collège. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui à l'intérieur du pays. Guinée, beaucoup se plaignent. Mais il y en a plein, Abdallah. De la qualité des soins. Le diagnostic aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter certains médecins. Si vous allez, un médecin vous pose le diagnostic, il te dit que j'ai mal ceci, j'ai mal cela, par-ci, par-là, mal tête, maux de ventre, des courbatures, ainsi de suite. Ils arrivent à vous faire plus de 3 médicaments. Ça, il faut dire que ce n'est pas un vrai. Parce que ce n'est pas un bon médecin. Il n'a pas compris le symptôme. Non, il n'a pas compris. Parce que donc, normalement, il va la moyenne, le maximum, c'est 3. Maximum. Et 3 médecins suffisent. 3 médicaments suffisent. On te fait, mais c'est toute une page de médicaments. Il faut acheter ceci, il faut acheter ça, acheter ça, acheter ça, acheter cela. En bon, ce soit mal comprendre. Donc, c'est incroyable. Ouais. Et ça, il faut qu'il nous arrive à nous aider. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne étude, tout à l'heure je l'en parlais, comme on appelle de sondage, pour savoir ceux qui meurent en Guinée, la part réservée à ceux qui n'ont pas le baccalauréat, qui n'ont pas le BEPC, qui sont dans des structures de santé, c'est-à-dire des défaillances qu'ils ne maîtrisent pas. Il s'est lancé dans un domaine qui ne l'appartient pas, qui n'est pas le sien, pas du tout. Donc je pense qu'il est temps qu'on se réveille dans ces structures de santé, qu'on arrive même à fermer des écoles, des structures de santé aujourd'hui, des écoles de santé qui n'ont rien à voir avec ceux qui se trouvent dans le cahier de charge élaboré, je suis sûr, en collaboration avec le ministère de la Santé, en collaboration avec l'enseignement technique et l'enseignement, comme on appelle l'enseignement supérieur. Si ces gens, le ministère de la Santé, pardon, si ces 3 ne sont pas réunis, c'est un problème pour notre pays. C'est un problème pour le citoyen guinéen parce qu'on ne sait pas ce qu'on compte faire, qui va nous tuer, qui on va croiser. Qu'est-ce qu'il va mettre dans... On va te mettre, tu es sous perfusion. Tu vois une bonne dame qui vient, très jolie, intéressante, tout ça. Mais après, il ne maîtrise pas la situation. Tu penses que c'est parce qu'elle porte blouse blanche, que parce que tu es fait, elle va commencer à injecter des trucs dedans. Ça, tu ne sais pas c'est quoi. Et puis voilà, tu t'endors. Et puis voilà, c'est fini. Tu ne te réveilles plus. On a vécu ça dans ce pays. Donc ça, je pense qu'il est temps qu'on arrive à réduire le nombre de morts dans nos structures de santé. On a ces problèmes. Des écoles de santé dont vous n'avez pas de salles de pratique. Il faut en avoir. Salle, il y a la théorie, mais dans votre établissement, la salle prévue pour cela. Il ne suffit pas aussi de prévoir la salle pour la pratique. Mais aussi, il ne faudrait pas, comme tu l'as dit, amener des mécaniciens pour faire la santé. Comme Béaba. Non, mais vous allez avoir des mécaniciens. Tu ne peux pas me dire quelqu'un qui n'a pas eu le brevet peut faire la santé. Quelle que soit la partie de la santé dont tu veux faire, tu ne peux pas. Pourquoi tu n'as pas eu le brevet? On ne minimise pas, hein, c'est juste de la métaphore. On ne minimise pas le métier de mécanicien ou de mécanique. On veut juste, c'est de la métaphore. Amener quelqu'un qui n'a pas assez de niveau vers la santé, c'est grave.
laisse les mécaniciens tranquilles. Faire de la médecine, ce n'est pas du journalisme. Hein. C'est pas parce que tu peux t'asseoir derrière un micro que tu peux aller par des blues là. C'est pas parce que tu reçois des médecins dans ton émission, tu es chroniqueur dans une émission de santé, que tu peux dire qu'à partir de maintenant, je peux traiter des gens. Le journalisme et médecin là, ça n'a rien à voir. Pas parce que j'anime une émission de santé depuis toujours que je peux me permettre de te prescrire des produits. Non, ça ne passe pas. Jamais. Ça ne passe pas. Donc c'est une obligation de veiller cela. Avoir une salle ou des salles de pratique au niveau d'une école de santé, c'est une obligation. Au-delà d'en avoir une salle, il faut avoir des heures précises pour pouvoir faire de la pratique dans le programme de ces étudiants. Bien. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas dans une école de santé. Ça, comme tu l'as dit, ça ne va pas. Donc, c'est une obligation pour les uns et pour les autres. Si vous avez une sœur, vous avez un frère qui dit qui est en train de suivre des formations dans une école de la santé, et qui vous dit qu'il ne fait pas de pratique, pour le moment, première année, deuxième année, c'est ma troisième année, j'ai fini cette année parce que le plus souvent, cette formation, c'est 3 ans, c'est que ça ne va pas. Ouais. Donc ce problème, il faut prendre à bras le corps. D'abord, avant même que ça arrive au niveau de ces enseignants, au niveau de ces formations ou au niveau de ces écoles, vous-même d'abord qui allez, parce que ce n'est pas ceux qui vont là qui vont, parce que c'est payant. Donc ceux qui vont, ce sont des parents qui payent. C'est l'oncle qui paye, c'est papa qui paye, c'est maman qui paye. Celui dont tu veux payer là, est-ce que la personne a le niveau pour aller? Parce que vous donnez, comme on le dit au niveau des agents des forces de l'ordre, vous lui donnez le billet de crew. Voilà. Ouais. Vous lui donnez le billet de crew, c'est pour aller en prison. Parce qu'il va faire une formation qu'il ne va jamais maîtriser, parce que celui qui donne des cours ne maîtrise pas, n'a pas de conscience en la matière. Et il va se trouver devant un problème, et banalement, il va aller en prison. Donc, ceux qui donnent des formations ou payent la scolarité pour ces écoles de santé, s'il vous plaît, ne donnez pas de prix de billet de crew pour aller en prison. Bien, oui, rapidement, on doit aller en pause là. Pause pub, surtout. Très rapidement, il faut dire d'abord, parce que premièrement, il y a eu, vous savez, à un certain niveau, il y a eu des réformes au niveau de l'enseignement supérieur où beaucoup d'universités ont été fermées, ou ont fermé tout simplement. Ont été obligés de fermer. Et beaucoup de ces universités-là, aujourd'hui, se sont transformées en des établissements privés sanitaires. Et vous en savez quelque chose dans tout cela. Elles sont nombreuses aujourd'hui, ces anciennes universités qui sont dans ça. Parce que ça n'a pas marché de l'autre côté. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas par conviction. Est-ce qu'on a besoin juste d'entreprendre, parce que c'est de là qu'il s'agit, c'est privé, ou d'essayer d'avoir quand même, de participer tout au plus à la formation des uns et des autres. C'est vrai que c'est privé, mais il faut que vous, quand même, vous ayez cette conscience sur vous, d'avoir quand même un environnement plus adéquat. Et je termine pour dire que j'en connais une aujourd'hui qui, il faut le rappeler encore une fois, il n'y a pas disons, des sciences de pratique. Vous faites 3 ans, comme vient de le rappeler tout à l'heure ici. Vous n'avez pas un laboratoire, vous préparez des laborantins chez vous là-bas, des pharmaciens, vous n'avez même pas une pharmacie chez vous là-bas. Comment ces gens-là peuvent manier le médicament et voir de quoi s'agit-il? Dans leur rêve, peut-être. Donc, voyez-vous, je pense que à la limite, il faut le dire, au niveau de la santé, là, on ne se débrouille pas là-bas. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Il n'y a pas de raccourci. Absolument. Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas de la technique. Oui, je dois colmater la remettre là. Honnêtement, on en rit, on dit tout, mais il faut le dire de vive voix. Aujourd'hui, c'est un danger public, il faut le dire. Un danger public parce que si vous voyez qu'on prend nos parents aujourd'hui, on les amène vers d'autres établissements, d'autres pays, notamment le Sénégal, très proche. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bons médecins ou de médecins qualifiés. Le problème est déjà connu. C'est que c'est un processus. Il y a l'infirmier ou l'infirmière, il y a le laboratoire, il y a le docteur spécialiste. En fait, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, le spécialiste va te faire un bon diagnostic, l'infirmière ou l'infirmier va te faire une mauvaise injection, tout est mis à l'eau. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on accepte sur toute la chaîne de bien former. Aujourd'hui, on parle d'écoles de santé qui forment des sages-femmes, infirmiers, infirmières. Mais tout au plus, à l'enseignement supérieur, il y a aussi des médecins.
Merci. Des médecins. Donc là encore, c'est pire. Puisque des médecins débrouillards. Débrouillards qui se disent on est spécialiste en tout. Médecin généraliste. Allah Akbar. Allez, je ne vais pas rentrer. Ça existe quand même. Non, tu ne m'as pas compris. Il faut pas je n'accule pas les généralistes. Je dis bien. Ah ben voilà. Il y a dit des médecins débrouillards. Après, j'ai dit qu'ils se disent généralistes. Mais alors qu'ils ne sont pas généralistes. Ah, d'accord. Donc, ce que je sous-entends, tu as vu. Oui, c'est une façon de ne pas penser. Un neurologue, aujourd'hui, puisqu'il sait que quand là, ça ne va pas, même si ce n'est pas un problème de nerf, il commence à se mettre dans les symptômes qui ne sont pas forcément liés à son domaine. Il fait un mauvais diagnostic. Il tue la personne. Et mieux que ça, mieux que ça, le doyen de l'hôpital que vous connaissez lui-même, l'hôpital régional de Conakry, qui me le rappelait, il dit, je l'avais montré une ordonnance prescrite par un médecin. Là, il avait lu l'ordonnance là, mais il avait pris sa tête. Il dit, bon Dieu. Mais pourtant, c'est lui le doyen. Absolument. Donc c'est pourquoi je te dis, si la chaîne, elle n'est pas là, mon gars, on va parler jusqu'à... Il a coupé court en disant qu'il dit un médecin qui prescrit plus de 4 produits, c'est pas un médecin. Bien, allez, c'est déjà compris. Donc, à vous médecins, aidez-nous. En tout cas, facilitez-nous la tâche. Nous ne devons plus prendre des billets d'avion. Moi, je suis déjà confronté à cela. Pour aller, pourquoi si nous avons de bons médecins dans ce pays. Concentrez-vous sur nos hôpitaux. Les cliniques, oui, doivent vous servir, mais concentrez-vous sur nos hôpitaux pour l'image de votre... Et il y a autre chose par rapport à cela. Mais tu veux pas que non. À 10h, c'est la pause. Non, pas plus, c'est pour dire aussi, on parle du personnel là. Ça, c'est l'humain, les ressources humaines dont on parle. Mais il faut dire aussi, il y a un problème d'équipement qui se pose. Ça aussi, il faut qu'on essaie de régler cela. Qui doit régler cela? Qui doit se mettre dans la matière, comme on appelle dans ce secteur? L'État doit nous aider à nous. Bien, la pause, c'est pour la direction commerciale. Derrière, nous, on revient pour la suite de cette émission. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas...
Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. L'émission de débat constructif sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Quelques réactions d'auditeurs et des téléspectateurs. Je pense que ce matin, nous avons touché à la plaie, hein, il faut le dire. Bonjour Kavi, c'est M. Baldé de Sangoya. Comment les médecins aussi peuvent être nerveux comme ça? C'est nerveux. Ce n'est pas nous, c'est le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous, on a Abdallah l'a dit, on a touché à la plaie. C'est tout. Moi, je me suis dit, allez, ça se comprend ce matin. Quand les médecins traumatologues sont traumatisés là. Désolé, on a vraiment envie d'avoir un médecin pour nous expliquer le reste. Hein. Nous, on veut continuer ce débat, mais pour l'instant, vous continuez le débat chez vous. Nous, on va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Kavi, c'est M. Baldé de Sangoya. Où en sommes-nous avec la requête contre la Tanzanie? Ah là, Bouba Sampil, il écoute l'émission, il va nous répondre certainement. Bonjour Kavi Média, l'écoute est très favorable. Merci de nous informer chaque jour. C'est Barry Ibrahima depuis Symphonia T7. Merci pour la fidélité. Rebonjour Kavi FM. Ce que Yaya vient de dire, il a parfaitement raison. On recrute des gens qui n'ont même pas le BEPC ni le bac dans les établissements sanitaires privés. Donc l'État doit s'impliquer pour ne pas qu'on continue à sacrifier la vie humaine. C'est Tigane de Yimbaya. Bonjour Kavi TV, malgré les réformes dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je reste dubitatif. C'est le seul ministère où tous ceux qui ont composé sont admis et d'ailleurs tous ceux qui ont échoué au bac et au BEPC. Nous misons sur la quantité et non sur la qualité. Trop d'erreurs médicales fatales. C'est Souleymane Baldé Mahfouz depuis Sangaredi. Sachez que Mohamed Ba le PM. Bonjour 89.5 FM. Je suis très confus à propos des chiffres. Monsieur Keita, je vous ai dit et je vous redis, le gouvernement a dit 56 morts. C'est ça le chiffre officiel. Je dis bien officiel. Pourquoi en Guinée, quand tu vas à l'hôpital pour faire des visites, on te demande si ta tête te fait mal, ton ventre, ton nez jusqu'à tes pieds. Allez, Mohamed Alpha, tu ne vas pas me mettre dans ça. Moi, je ne suis pas médecin. Quand un médecin sera là, on va lui poser la question pourquoi le médecin pose ces questions. Très simple. Bonjour ma radio, je suis Ali Radafi. Abdallah, vous êtes les meilleurs. Vraiment, mon père maîtrise bien. Que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Dernier sujet à l'ordre du jour. Nous parlons justice. Un rebondissement est-il attendu dans le dossier Kassouri Fofana? Le juge Yarouba Conté a ordonné ce mercredi la comparution devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières des médecins, Dr Denis Bernard Reich, professeur agrégé, Dr Lansana Foudi Kamara et Dr Mohamed Sarifou Diallo. Ces trois médecins étaient chargés de réaliser une contre-expertise sur l'état de santé de l'ancien Premier ministre en vue d'éclairer la CRIEF sur les termes des recommandations indiquées dans leur rapport qu'ils ont eu à produire après avoir examiné le prévenu. Sauf que le rapport déposé par ces médecins n'a pas pris en compte l'entièreté des préoccupations selon la Cour de répression des infractions économiques et financières. Avant d'aller avec le décryptage, nous suivons cet élément de reportage réalisé par notre rédaction à travers Ansou Bailo Baldé. Derrière, nous nous retrouvons pour la suite. La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF s'est déclarée insatisfaite sur le rapport produit par l'hôpital d'Onka relatif à la contre-expertise du rapport médical initié par la clinique au sein de laquelle Kassouri Fofana est alité. Les recommandations des médecins indiquent seulement qu'une investigation complémentaire s'avère nécessaire dans un centre spécialisé pour confirmer le diagnostic sur la maladie du prévenu en détention. Le juge Yarouba Conté a ordonné ainsi la comparution des trois médecins qui ont travaillé sur la contre-expertise, une décision qui a réjoui les avocats du prévenu malade. J'avoue très sincèrement que la décision de la Cour est des plus objectives possibles qui soient. Dans la mesure où la Cour avait pris le soin d'énumérer à l'intention des médecins experts des points dont elle avait besoin d'éclairer
et que le rapport soit passé outre un des points qui paraît majeur, je trouve qu'il est exact, qu'il est normal, qu'il est objectif que ces médecins-là viennent pour qu'on les interroge directement et qu'ils répondent à cette question. Je précise que la question, elle n'est pas médicale, elle est simplement relative à un fait qui peut être accompli en dehors des installations médicales. L'audience est renvoyée au lundi 9 décembre pour la suite de cette affaire. Kassory Fofana est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. De lundi, Kassory Fofana saura si oui ou non il sera évacué. En tout cas, c'est ce que dit ce reportage à travers son avocat Mohamed Ba, le PM. Nous avons suivi quand même les éclaircissements de l'avocat Maître Dina Sampil. Oui, nous l'avons suivi avec intérêt. Le reportage de notre collègue également, Ansou Bailo Baldé, par rapport à ce sujet. Et quand on a parlé de rebondissement et qu'on parle cette fois-ci des médecins qui doivent répondre vraiment devant des juges pour apporter beaucoup plus de précision, c'est par rapport à ce sujet brûlant concernant l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana par rapport à la capacité des médecins guinéens à pouvoir le traiter au niveau national et que depuis toujours les avocats de Dr Kassory Fofana demandent à ce qu'il bénéficie d'une évacuation sanitaire et qu'on arrive à le traiter sur le plan dans une structure beaucoup plus compétente en la matière en dehors du pays et que là où il est alité aujourd'hui dans cette structure de santé, on a fait cette proposition et que la CRIEF, la Cour de répression, en a demandé également une certaine contre-expertise en la matière pour voir ce qui a été dit en première position ou autrement dit en premier ressort pourrait être confirmé ou dit autrement et que cela pourrait une fois de plus permettre à la Cour, à la CRIEF d'apporter des précisions ou bien donner suite ou pas à la demande formulée par les avocats de maître, comment on l'appelle, d'Ibrahima Kassory Fofana. Ce qui a été le cas, ils ont donné leur aval en la matière. L'expression, c'est qu'on peut beaucoup plus lire entre les mots, entre les phrases ou entre les recommandations données par ces professeurs. On dit bien par ces professeurs, ce n'est pas des médecins, docteurs, mais cette fois-ci on parle à un niveau beaucoup plus élevé, des professeurs qui se sont prononcés là-dessus. Et ce rapport donné, ce rapport ou cette contre-expertise a presque confirmé ce qui avait été donné par les médecins en premier ressort, si vous me permettez cette expression encore beaucoup plus juridique sur le plan médical, et que ils n'ont pas seulement des mots utilisés dans cette contre-expertise, dans ce rapport en deuxième ressort, n'a pas donné des précisions, mais on peut comprendre ce qui a été dit, ce n'a été qu'une confirmation de la contre-expertise qui avait été demandée. Donc, c'était pour dire que ça peut se faire ailleurs. Mais ailleurs, à quel niveau précisément, dans quel pays, dans quelle structure et tout ça, ces détails n'ont pas été apportés. Je pense que c'est ce qu'ils veulent savoir, que c'est parce que ce sont des questions qu'on n'a pas besoin d'aller dans une structure de santé pour avoir des explications. Comme c'est une cour et que ce sont des symboles de la République et qu'on a jugé nécessaire que ces derniers se déplacent afin de venir, apporter beaucoup plus de précision. Là, c'est comme si c'était des témoins, même si ce sont des experts, des techniciens de santé qui peuvent apporter beaucoup plus de détails sur le plan technique. Donc je pense que cela pourrait apporter des précisions, mais
pour moi, ce n'est que mon opinion là-dessus. Ce n'est pas ce qui a été dit dans le rapport. C'est que ces médecins, ces professeurs du côté de Donka ont confirmé ce qui a été dit par les médecins où est alité Dr Kassory Fofana, et que peut-être, je dis toujours, c'est mon opinion, c'est un commentaire, que cela n'est pas l'avis de certaines personnes au niveau de la CRIEF, et que peut-être la CRIEF tient à ce que le jugement se fait à Conakry, coûte que coûte, c'est ça aussi, j'insiste là-dessus, et que si on s'en tient alors à ce qui a été fait en premier ressort au niveau de l'hôpital où est alité Kassory Fofana, en deuxième ressort au niveau de l'hôpital Donka, on se retrouve qu'ils disent les deux types de médecins ou les deux groupes de médecins on dit la même chose, même s'ils ne travaillent pas ensemble dans une même structure de santé, mais que cela, on pense que ce n'est pas possible, qu'il peut se déplacer et qu'il peut pouvoir vraiment se présenter à la barre afin d'apporter beaucoup plus de précision à la matière. Donc, je pense que le débat se trouve à ce niveau, même si parfois l'homme, c'est qu'il faut, quand vous parlez, remuer la langue 7 fois avant de vous prononcer à la matière, parce qu'on a écouté Ibrahima Kassory Fofana ici dire à un moment donné qu'il préfère l'ordre qu'à la loi. Donc moi je pense que ce sont des choses qui doivent nous attirer notre attention, qui doivent nous permettre vraiment à nous autres, à tout être humain, quand vous êtes à un niveau, à un poste de responsabilité, faites attention parce que vraiment cela pourrait être interprété autrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CRIEF, déjà on demande que ça va être comme dans le reportage, on dit que ça va être le lundi, le 9, si ma mémoire est bonne, et que ces professeurs ou ces médecins vont se déplacer pour pouvoir apporter des précisions que veut savoir vraiment la Cour, la CRIEF au niveau de cette institution judiciaire de notre pays. Ouais, les institutions judiciaires, Yaya Diallo. Lundi, ça va être un débat houleux à la CRIEF. Il faut le rappeler, Kassory sera situé sur si, oui ou non, il va quitter le pays pour une autre expertise qu'on appelle dans leur jargon, une contre-expertise. Mais d'ici là, la CRIEF demande à ce que ces médecins puissent comparaître. Expliquer, s'expliquer alors. C'est un feuilleton judiciaire digne d'un film de fiction. Un jeu de cache-cache entre la CRIEF et Kassory, son collectif d'avocats, qui quand même continue à faire parler de lui d'une manière ou d'une autre. C'est bien pour un homme politique de sa trempe. Depuis au début, on en a tellement connu de nouveaux rebondissements dans ce dossier. Pour un premier temps, d'abord, c'était le rapport quand même qui a été présenté par la clinique Pasteur, où Kassory est alité. Un rapport qui a été rejeté par la CRIEF, arguant qu'ils n'ont pas effectivement une confiance entière à ce médecin. Peut-être cette complicité a pu naître entre Kassory et ce médecin et que ça pourrait être par endroit un rapport teinté de, voilà, quelquefois des actes, disons, subjectifs. Alors, c'est suite à cela qu'on a demandé une contre-expertise sur la demande, j'allais dire, de la CRIEF elle-même. La Cour de répression des infractions économiques et financières a demandé à ce que 3 médecins au niveau de l'hôpital Donka soient commis à cette contre-expertise. Alors, cette contre-expertise effectuée par ces 3 médecins, c'est le rapport présenté encore qui pose problème. À qui? À la CRIEF, parce que la CRIEF nous dit qu'ils n'ont pas compris un certain nombre de termes employés dans le rapport. Alors, c'est suite à cela qu'on a exigé à ce que ces médecins-là puissent se présenter. C'est pourquoi Maître Dina Sampil rappelait que la comparution de ces médecins elle est beaucoup plus médical que d'interpréter, disons, un certain nombre de choses, parce que tout simplement on part dans le rapport d'une étude approfondie ou disons d'une étude complémentaire à un service spécialisé. Où ces services spécialisés, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est la question qui a été soulevée au niveau de la CRIEF. Et je pense que c'est la même question que ces messieurs vont être posée, et c'est à eux de définir, de nous dire effectivement où se trouve le centre là. Parce que c'est là, le problème est que on tient mordicus au niveau de la défense de Kassory que une évacuation sanitaire est indispensable,
Et au niveau de la CRIEF, on tient mordicus pour dire non, il n'est pas question, et c'est ce que le ministère public avait rappelé, qu'ils ont besoin d'entendre ce médecin-là, mais il n'est pas question de parler d'une possibilité d'une évacuation sanitaire pour Kassouri Fofana. Alors, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Est-ce que le 9, puisque c'est la date annoncée par la CRIEF, quand ce médecin seront présents devant cette CRIEF-là, et que ces médecins arrivent à être beaucoup plus explicites, parce que je pense que là, il y a un flou, que ces médecins nous disent clairement que ce service dont on parle là n'est pas en Guinée ici, mais il peut se retrouver en France, aux États-Unis, au Maroc, et ainsi de suite. À l'issue de ça, je pense que le débat aurait été complètement conclu et que on peut ensuite suivre ou écouter les démarches qui vont être amorcées par la CRIEF, parce que de toute évidence, la décision revient à la CRIEF de décider si oui ou non, mais M. Kassouri Fofana mérite une évacuation sanitaire. Alors, si les médecins le confirment, je pense que la CRIEF, si on part du droit là, parce que tout cela, c'est dans le cadre de la justice, document, argument, contre-argument, et s'il est avéré que M. Kassouri Fofana doit bénéficier de cette évacuation, je pense que la CRIEF, avec des mesures supplémentaires qui vont être prises de ce côté-là aussi, doit pouvoir se soumettre à cela. Parce que là, on ne parle plus d'un débat entre deux camps, entre le ministère public et la défense de Kassouri Fofana. On parle de la santé. Ce sont des médecins indépendants qui ont été commis à cette contre-expertise et à la demande de la CRIEF. Si ce médecin dit que c'est possible, il est urgent et nécessaire pour une évacuation de Kassouri Fofana, et que ce service soit un service étranger, et je pense que là, en ce moment, la CRIEF ne fera que se plier à cette décision-là. Maintenant, derrière, parce que je parlais d'un jeu de cache-cache, j'ai l'impression que il y a là quand même des choses qu'on n'arrive pas toujours à déceler là-dedans. Qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas absolument. Et tantôt, c'est le procureur spécial qui soulève un certain nombre de choses. Tantôt, c'est la défense. Il y a un bras de fer permanent, il faut le rappeler. Hein. À écouter toutes les parties, vous avez l'impression qu'il y a de ces choses qu'on n'arrive toujours pas à comprendre et qu'on ne nous dise pas à l'interne en ce qui concerne le cas Kassouri. Alors, ce qui va se passer, est-ce que finalement, on le souhaite vivement qu'on puisse quand même à un certain niveau avoir ce qu'on appelle ce visage humain de la justice, on aime souvent le rappeler, et qu'aussi on s'en rend compte qu'effectivement, c'est nécessaire pour le faire. C'est vrai qu'on peut comprendre la CRIEF, il y a certains qui sont partis, depuis ils ne sont plus revenus. Qui sont sans nouvelles. Absolument, sans nouvelles, déportés, disparus. Michel Cameroun est dans ce lot. Oui, donc c'est logique que la CRIEF puisse quand même s'opposer à un certain nombre de choses, mais je pense que l'État a toujours des alternatives si la nécessité s'impose pour qu'on puisse évacuer M. Kassouri Fofana. Je pense que moi je ne vois aucune objection là-dessus. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer parce que tout simplement, la CRIEF elle-même, j'ai l'impression que, puisque le juge n'a pas dit son dernier mot, à l'interne, il n'y a pas une voix unique au niveau de cette cour-là. Il y a des compartiments. Nous avons le ministère public conduit, c'est vrai que hier c'était son substitut qui était, par Ali Touré. Nous avons le juge aussi qui, à un certain niveau, doit pouvoir trancher dans tout cela. Nous le souhaitons vivement, encore une fois, parce que ce qu'il faut dire, que l'un dans l'autre aujourd'hui, l'État perd dans ça. C'est le procureur général Ali Touré qui nous révélait il n'y a pas longtemps que la prise en charge sanitaire de Kassouri coûte 99 millions de francs guinéens à l'État chaque mois. C'est une révélation du procureur général. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre aussi, l'État continue à dépenser par endroit. Donc je pense que là, il faut que les choses s'accélèrent de part et d'autre, que ce soit ici ou ailleurs, c'est à la charge de l'État. Et c'est pas, disons, c'est pas un cadeau, c'est comme cela. C'est les lois, c'est nos dispositions des lois qui prévoient cela. Dans une telle circonstance, dans une telle situation, c'est l'État qui doit prendre en charge et ce qui est en train de se passer. Donc, l'un dans l'autre aujourd'hui, il faut que les lignes se bougent, il faut qu'on essaie d'accélérer les choses parce que ça n'arrange ni M. Kassouri Fofana, encore moins l'État dans tout cela. Et je pense que là, la logique voudrait qu'ils se comprennent. S'il est tenté que
aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une lecture claire, objectif de son état de santé, parce que c'est ce qui explique tous ces feuilletons maintenant juridico-sanitaires, parce que maintenant on exige une contre-expertise. Le résultat est là. Maintenant on fait appel, disons, à une interprétation supplémentaire aussi de cela, d'où l'invitation ou la comparution de ce médecin-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, encore une fois, d'évoluer dans ça. Et le lundi, on attend bien de voir ce qui va se passer le lundi, puisque je suppose qu'encore une fois, ces médecins-là, ce sont des médecins qui sont indépendants et qui ont pu produire effectivement en bonne et due forme un rapport médical. On verra bien l'interprétation qui va être faite à ce niveau. Oui, l'interprétation. Oui, je vois tourner la tête. Non, mais sérieux, moi je pense, je ne suis pas juriste, je ne suis pas... J'ai suivi quelques cours de droit pendant une période donnée bien déterminée, mais ça ne fait pas de moi un homme de droit ou spécialiste en la matière. Je ne suis même pas un juriste en herbe, mais c'est qu'on peut retenir que, je ne sais pas le mot, c'est qu'on veut entendre sérieusement de la bouche de ces médecins pour apporter des précisions. C'est-à-dire qu'il arrive à dire, on peut le traiter en France, on peut le traiter en Sierra Leone, on peut le traiter en Afrique du Sud, dans une structure de santé qui appelle tête. Parce que déjà, pour moi, ce dont souffre Dr Kassouri, Ibrahima Kassouri, est connu. On sait c'est quelle maladie. Ça, c'est connu. Pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas savoir on ne peut pas dire juste maintenant, on ne sait pas la maladie de Dr Kassouri, c'est quoi? On ne peut pas le dire, c'est connu. Le problème, c'est surtout au niveau de la capacité des structures de santé guinéennes à prendre en charge Dr Kassouri. Pour moi, ça se trouve à ce niveau. Maintenant, demander à ce que ces médecins arrivent à dire est-ce que c'est Sino-Guinéen qui va le faire, ou bien, je ne sais pas, c'est Donka, ou bien c'est la structure de santé qui est à Sangaridi, qui est très performant de l'autre côté à Bokeh, parce qu'à Bokeh, on prend soin très bien, surtout à Sangaridi. Il faut le faire. Mais je pense qu'il y a des personnes aguerries au niveau de l'État qui peuvent dire vraiment qui peuvent interpréter encore mieux le contenu de cette contre-expertise apportée par ces professeurs au niveau de l'hôpital de Donka. Moi, je pense que je ne sais pas, est-ce qu'on veut jouer sur le temps, dilatoire, tirer un peu sur les choses afin de ne pas aboutir à ce que demande ou à ce qui doit. Ce n'est pas ce que demandent les avocats, les conseils de Dr Kassouri, mais ce qui doit être fait. Si exactement on prend cette contre-expertise, on envoie en Afrique du Sud encore, on envoie aux États-Unis, comme on appelle, on va en Chine, un peu partout. Je me dis, plus de 60 à 70%, la probabilité pourrait être très élevée en ce qu'on dit, oui, il faut une structure spécialisée à la matière. Ça, même si on n'a pas fait une école de santé, on peut comprendre, dès qu'on parle de structure de santé spécialisée, il faut savoir c'est quelle maladie. Dès que la maladie est connue, on peut savoir deviner, on ne peut même pas deviner, on peut apporter la précision. Voilà à quel niveau on peut le faire. Mais si cela n'est pas le cas, qu'on arrive à envoyer des gens pour les obliger à dire peut-être ce qui est connu, ce qui est plausible, en tout cas pour le moment sur ce plan, je suis noyé. J'espère que le passage de ces professeurs au niveau de la CRIEF pourrait me sortir de cette noyade, parce que là, je ne comprends pas ce dont on dit. S'il souffre, je ne sais pas, cirrhose au foie, je ne souhaite pas, je ne sais pas maladie à quel niveau, ligament croisé. On sait, dès qu'on parle de ligament croisé, pour un sportif, pour un jeune, on sait qui est spécialiste en la matière, qui doit le faire. Est-ce que tous ceux qui sont au niveau de la traumatologie... Donc, pas besoin d'explication de médecin. C'est simple. Moi, le monde a assez évolué. A assez évolué pour cela. Pour moi, je ne dirais pas que c'est une perte de temps, mais pour moi, on est en train de jouer sur des trucs dont déjà la réponse est connue, la transparence est là dans les trucs. C'est des jeux de mots dont on dit on n'a pas compris ce mot, cette expression-là. Vous l'avez dit, mais on veut encore comprendre mieux. Je crois qu'on a dépassé cela. Des amis de la Guinée sur le plan santé existent un peu partout. On peut faire même cette contre-expertise de cette contre-expertise. Tant sur le plan national, si on veut, encore en Guinée, parce que des professeurs, chaque année maintenant, on en a, la Guinée a bénéficié, on vient d'avoir encore un lot de professeurs au niveau du ministère de la Santé, de nos structures de santé. On peut le faire ici encore, comme on peut le faire dans la sous-région, ou aller à l'international, parce que, la Guinée perd tous les jours combien de millions pour vraiment, est-ce que c'est sur le dos du contribuable guinéen, ou bien des biens saisis de Kassouri? On ne rentre pas dans ces détails, mais ce qui reste clair, il y a de l'argent qui est en train de sortir
partir. Et puis voilà, la structure de santé où il se trouve aujourd'hui, ce n'est pas une structure de santé qui appartient à l'État, c'est privé. C'est privé, cela aussi est une dépense pour les caisses de l'État. Il faut forcément le rappeler, comme le disait l'autre, la justice est le droit du plus faible et on espère que justice sera rendue dans ce dossier, comme le disent certains, qui n'a que trop duré. Est-ce que cela veut dire aussi que c'est une autre obligation de vraiment travailler sur les structures de santé en Guinée? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat parce que Donka est déjà là. Oui. Il y a des équipements. On nous apprend que Donka aujourd'hui peut traiter la plupart de ces pathologies-là dont on parle. Mais pour le cas de Kassouri, ça dépend de la complicité aussi de la pathologie. On suppose la complexité de la pathologie. J'ai dit quoi? Complicité. C'est comme si la maladie était complice. Non, la complexité exactement de la maladie. Et je pense que là, naturellement, nous connaissons certaines pathologies dont il faut aller à l'étranger pour les traiter. Bien. Si ça s'avère vrai, je pense que le débat ne se pose plus. Il faut l'accepter comme tel. Bien, c'est déjà compris. Merci à Diallo. Merci Abdallah. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah. Une fois de plus, merci à mes parents du côté de Zérékoré et prompt rétablissement à ceux qui sont malades, mes sincères condoléances à ceux qui sont décédés. J'espère que ceux qui sont portés disparus, ils vont les retrouver également. Bien, et sur ce sujet, nos pensées à notre cher confrère Habib Marouane qui est jusque-là sans nouvelles. Nous sommes à plus de 24 heures, bientôt 48 heures. La famille s'inquiète et nous également en tant que confrères. En tout cas, courage à toute la famille. Merci à Kandé Sankon qui nous a accompagnés côté radio de Kandé Sankon, l'enfant de Sira Modia, du côté de la télé Salimatou Sissé, Vaba Koivogi et toute la team de la régie radio télé. Merci à Michel Ouamounou, l'infatigable régisseur, à notre sœur Kaba. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.